est constitué, donc, puisqu'on est une association hein, de différents adhérents. On a principalement des adhérents qui sont des entreprises consommatrices d'énergie. Et on peut avoir aussi des adhérents qui sont, par exemple, des écoles, des collectivités. Pour pas tous les citer, mais La Roche-sur-Yon, on a Nantes Métropole, Saint-Nazaire Aglo, voilà, qui nous font confiance pour animer sur leur territoire la transition énergétique auprès des entreprises. Et on a aussi des experts de différents domaines, dont fait partie notamment Tertea, des experts par exemple sur le photovoltaïque, sur les bornes de recharge, sur la décarbonation, etc. Euh, Concrètement, c'est quoi? C'est un centre de ressources techniques. Voilà, on centralise à peu près les premiers niveaux d'accompagnement sur tout ce qui va être énergie et décarbonation. Donc, on a une casquette de service public, de mission de service public. Donc, par exemple, le webinaire auquel vous participez aujourd'hui fait partie de ces missions-là, hein. Donc, il est ouvert à tout le monde. On anime aussi des ateliers à différents endroits de la région sur, encore une fois, hein, les thématiques liées à l'énergie, décarbonation, pardon. On est aussi, donc, vous l'aurez compris, un réseau d'entreprises. Ça permet quoi? Ça permet de faire des échanges entre entreprises et de faire du retour d'expérience. Donc, parfois, on réalise des visites d'entreprises chez qui il y aurait eu un projet, hein, donc, par exemple, une mise en place d'une centrale photovoltaïque. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire du partage d'expériences concret et inspirant. Donc, on fait beaucoup de ça et enfin, on fait pas mal d'accompagnement sur mesure. Donc, là, on va réaliser des pré-diagnostics énergétiques, des empreintes carbone simplifiées pour, euh, pour les entreprises qui n'auraient pas les ressources pour faire du décarbonation, par exemple. Donc, voilà, on a aussi pas mal de prêts de matériel qu'on- qu'on- dont nos adhérents peuvent bénéficier. Donc voilà, je suis assez rapide sur le sujet, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Dernier point sur notre événement annuel qui aura lieu le 6 novembre à Angers, au Technocampus. Donc cette année, la thématique, ce sera intelligence artificielle et décarbonation. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, hein. Donc il y aura pas mal, encore une fois, d'échanges entre entreprises, du retour d'expérience. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas le 6 novembre à Angers. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présent à ce webinaire ce matin. Merci Curtis pour la présentation d'Horace. Je me présente rapidement et puis ensuite j'indiquerai un peu ce qu'on va présenter ce matin. Donc, Tertea Expertise, une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on accompagne principalement les PME dans leur démarche de décarbonation et transition RSE. Et on réalise également de l'optimisation de flux industriels pour les PME à process. Et pour accompagner tout ça, je réalise également des ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques, ce qui permet aussi d'engager les équipes sur ces thématiques-là qui ne sont pas toujours faciles à aborder. En résumé, donc, Tertea, c'est surtout un gros volet diagnostic avec du diag RSE et de l'accompagnement ensuite, du diag écoflux, ça c'est pour l'optimisation de flux industriels, et puis ensuite le bilan carbone qu'on connaît, avec notamment l'intégration du programme diag décarbonation de BPI. Je reviendrai un petit peu dessus après. Pour aller un peu plus loin, on peut aussi utiliser des méthodes de type méthode Quantigest pour quantifier l'impact d'un projet. Et puis une méthode aussi qui commence à être connue, c'est Acte pas à pas notamment, qui est un programme piloté par l'ADEME et qui permet, après un bilan carbone, de piloter sa trajectoire de décarbonation en tenant compte de son activité, de ses investissements et des évolutions de la vie d'une entreprise. Et ensuite, quelques jeux de sensibilisation et ateliers type fresque pour accompagner tout ça. Une présentation rapide. Pour se mettre directement dans le sujet, l'idée aujourd'hui, c'est de montrer comment on peut intégrer de manière assez sereine et assez simple le bilan carbone dans une démarche RSE et comment le justifier auprès de ses équipes, auprès éventuellement de délégués du personnel,
parties prenantes que vous vous lancez dans une démarche de bilan carbone. Alors, il y a déjà une première étape, c'est que le bilan carbone, pour certains, il est obligatoire. Donc, pour les entreprises de plus de 500 salariés. Donc, celles-ci, elles sont directement concernées. Donc, la justification s'impose d'elle-même avec, depuis 2023, une amende quand même qui existe. Alors, elle n'est pas forcément beaucoup dispensée, mais une amende de 550 000 € pour les entreprises qui n'ont pas réalisé leur BGS réglementaire de plus de 500 salariés. Donc ça, c'est un premier volet, c'est important de le prendre en compte parce que si vous êtes obligé, ben déjà, vous n'avez pas forcément le choix. Le deuxième volet, c'est surtout que le bilan carbone, aujourd'hui, il se fait plutôt de manière volontaire. Et selon une statistique de l'étude ABC, donc l'Association pour la transition carbone, qui pilote à peu près 90 ou 95% des bilans carbone en France, 77% des bilans carbone ont été réalisés de manière volontaire en 2022 et on voit que ça progresse d'année en année. Donc c'est surtout une démarche volontaire et issue du dirigeant au départ qui permet aux entreprises de se lancer dans ce type de démarche. Alors, je passerai donc aujourd'hui comment on va faire. Donc je vais vous présenter un peu comment on peut intégrer et surtout justifier un bilan carbone dans une démarche RSE. Donc on va partir d'abord sur la première partie d'une démarche RSE pour une PME et puis ensuite je passerai la main à Jérémy Guillet qui est présent avec nous du groupe Spot qui a accepté très gentiment de témoigner de pourquoi et comment ils ont intégré leur bilan carbone donc que j'ai eu le plaisir de réaliser avec eux donc dans leur démarche RSE. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir un exemple concret de témoignage pour bien matérialiser les choses et puis comment ça s'inscrit dans une méthode. Et donc, voilà, Jérémy nous fera partage d'expérience tout à l'heure. Je te laisserai te présenter tout à l'heure, Jérémy, quand tu présenteras ton entreprise, le groupe Spot. Et, on aura un volet aussi de questions. Donc, après la première partie sur plutôt l'intégration dans la RSE, on se prendra une petite pause pour d'éventuelles questions. Et puis ensuite, on se réservera un petit moment de questions-réponses à la fin de la présentation. Alors, comment on intègre le bilan carbone dans une démarche RSE? Pour démarrer, déjà, nous, ce qu'on propose chez TRTA, c'est une démarche en 6 étapes où on va travailler sur on va travailler à partir de l'ISO 26000, qui est la référence pour le déploiement d'une démarche RSE dans une entreprise. Et avant tout ça, il faut déjà qu'il y ait une réelle envie du dirigeant d'y aller, sans l'envie et la conviction du dirigeant, c'est déjà assez compliqué. Donc, il faut déjà démarrer avec ça. Et ensuite, on suit un parcours en 6 étapes que je vais détailler un petit peu plus. Alors, la première étape, c'est ce qu'on préconise, nous, c'est déjà de sensibiliser les différents acteurs de l'entreprise pour un peu leur redonner un vernis de ce qu'est la RSE, donc avec déjà un volet sensibilisation sur les fondamentaux de la RSE. Et ensuite, lors de cette même première journée, on va déjà identifier, classer les parties prenantes des différents de l'entreprise. Donc, dans les parties prenantes, on va retrouver les collaborateurs, principalement les clients. Donc, on peut après éclater avec différentes typologies de clients. Les fournisseurs, donc tout ce qui est amont, les matières premières, les transporteurs, etc. Et puis après, tout ce qui est citoyen ou partenaire, on va retrouver les organismes de tutelle, les mairies, les comités de communes. On peut avoir aussi les banques, etc., qui peuvent aussi intervenir comme partie prenante et qui sont aussi importantes. Donc, une fois qu'on les a identifiés, on va les classer par ordre d'importance. Donc, quelle est l'importance de la partie prenante pour l'entreprise et quelle est l'importance de l'entreprise pour la partie prenante, ce qui permet déjà de les hiérarchiser un petit peu. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va passer sur une deuxième étape, c'est d'interroger les parties prenantes sur les questions centrales de la RSE. Et pour cela, nous, on utilise un diag qui s'appelle diag 26000. D'ailleurs, vous pouvez flasher, si vous souhaitez réaliser un autotest, vous pouvez vous tester soit en flashant le code ou je vous mettrai après le lien dans la conversation, vous pourrez vous faire un petit test. Et donc, ce test-là,
il permet d'interroger de manière 100% digitalisée via un lien qu'on communique aux parties prenantes, donc fournisseurs, clients, etc., collaborateurs, un test sur les sept fondamentaux de la RSE, donc la gouvernance, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, et puis les communautés et le développement local. Donc c'est un test en 7 questions avec des sous-questions derrière, et qui ensuite permet de faire une synthèse des résultats par thème et de l'implication de l'entreprise par rapport à ces différentes thématiques. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner en termes de résultats pour une entreprise type. Vous avez déjà un premier diagramme araignée qui va donc comparer vos résultats, donc c'est la courbe en bleu, sur les 7 piliers par rapport à un panel de, aujourd'hui, Diag 26 000, c'est à peu près 20 000 diag qui ont été réalisés par des entreprises en France. Donc, ça permet déjà d'avoir une comparaison robuste par rapport aux diagnostics qui ont été réalisés. Et là, par exemple, sur ce type de diag, on voit à droite, c'est sous une autre forme avec un résultat en pourcentage. On peut voir, par exemple, sur cette entreprise que le volet environnement, il est perçu en termes d'accomplissement du volet environnement sur la démarche RSE, il est perçu qu'à 31%. Ça veut dire que l'entreprise le but, c'est d'atteindre 100%, c'est toujours difficile. Et l'entreprise, aujourd'hui, n'est pas perçue comme une entreprise qui est très vertueuse en termes d'environnement. Alors, je précise, ces résultats-là, ce n'est pas les résultats du groupe Spot, c'est une entreprise lambda, pour le préciser. Mais du coup, ça permet déjà de justifier ce premier étage du diagnostic qu'il y aura certainement quelque chose à faire sur le volet environnement dans la démarche RSE. Et ensuite, on va aller plus loin. Le diagnostic va permettre d'aller plus loin sur les différentes thématiques. Alors, j'ai pris l'exemple du volet environnement, sachant qu'on peut le faire sur les 7 thématiques, les 7 questions centrales. Et là, par exemple, sur cette entreprise, on voit que il y a un sujet qui remonte de la part des parties prenantes sur la prévention de la pollution, l'utilisation durable des ressources, l'atténuation des changements climatiques ou la protection de l'environnement et l'habitation des habitats naturels. Donc ça, quand vous avez ce type de retour vis-à-vis des parties prenantes, eh bien, ça montre qu'il y a forcément quelque chose à faire derrière. Et ça vous permet déjà de commencer à justifier, tiens, on va aller vers un bilan carbone dans l'entreprise parce qu'on pense que c'est nécessaire. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cet état des lieux, ce diagnostic et récupéré déjà pas mal d'infos de la part des parties prenantes, on va pouvoir construire ce qu'on appelle la matrice de matérialité. Et cette matrice, on l'obtient de la manière suivante. On va déjà, à l'aide des diagnostics, définir les enjeux majeurs pour l'entreprise qui auront été soulevés par les parties prenantes, mais aussi par du benchmark de ce qui se fait ailleurs, dans d'autres entreprises similaires. Il est important aussi de regarder ce qui se fait à côté pour pouvoir un peu lister les différents enjeux, toujours sur la base de l'ISO 26000 qui est un peu le guide. Et ensuite, ces enjeux, on va les classer par ordre d'importance. Alors d'importance déjà pour l'entreprise et ensuite d'importance pour les parties prenantes. Généralement, on refait un questionnaire à destination des parties prenantes qui vont évaluer les enjeux qui ont été retenus. Et ces enjeux-là, ensuite, ils seront évalués donc en termes de critères d'importance. Et donc, on va ensuite coupler les critères d'importance pour l'entreprise, les critères d'importance pour les parties prenantes. Et on va également rajouter une note de performance. C'est la note de performance de l'entreprise vis-à-vis de ces enjeux. Par exemple, une entreprise qui est peu engagée sur la partie changement climatique, elle va mettre une note de performance qui sera faible. À l'inverse, si elle est très engagée sur le volet RH, elle va mettre une note de performance qui sera forte. Et donc, l'ensemble de ce classement des enjeux, à la fois pour les parties prenantes et pour l'entreprise, va nous permettre de définir une matrice qui peut être sous cette forme-là. Donc là, c'est une matrice de performance et d'importance. En ordonnée, on a l'importance moyennée pour les parties prenantes. Donc, est-ce que cet enjeu-là est important pour les parties prenantes?
Et puis, en abscisse, on va avoir la performance de l'entreprise. Donc, comment l'entreprise se positionne pour tel ou tel enjeu. Et là, donc, cette map qui est extrait d'un cas concret, hein, encore une fois, c'est pas la map de Spot, mais c'est extrait d'un cas concret, on voit par exemple que le volet atténuation du changement climatique et l'impact carbone, il est donc en haut à gauche, donc il est donc important pour les parties prenantes. Par contre, en termes de performance au niveau de l'entreprise, elle est relativement faible. Ça veut dire que, quelque part, l'entreprise n'a pas aujourd'hui encore agi ou actionné des leviers sur cette thématique-là. Et donc, forcément, pour répondre aussi aux attentes des parties prenantes, elle va devoir s'engager sur des actions pour pouvoir répondre à ces enjeux. Après, il y a d'autres enjeux, par exemple la stratégie RSE de l'entreprise qui ressort souvent pour les PME. On voit aussi l'engagement en termes de biodiversité, puis après, il y a d'autres éléments, le devoir de vigilance, etc., où l'entreprise va aussi devoir travailler son plan d'action RSE par rapport à tout ça. Donc voilà, donc tout le travail qui est fait en amont permet de ressortir certains éléments qui vont vous permettre de vous justifier, en fait, la réalisation d'un bilan carbone auprès de vos collaborateurs, de vos institutions et représentants du personnel, de vos fournisseurs, etc. Et ça permet du coup de justifier que, tiens, pourquoi vous faites un bilan carbone, ça va coûter, ça va nous demander du temps, oui, mais ça répond aux attentes de parties prenantes et c'est un vrai engagement sur lequel on doit aller. Alors, en résumé, dans une démarche RSE, donc on a plusieurs étapes. On a donc les enjeux d'atténuation du changement climatique qui sont cités notamment par les parties prenantes lors des diagnostics initiaux. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, on a la matrice de matérialité qui permet de consolider généralement ce volet-là, que le bilan carbone ou les actions concernant le bilan carbone sont nécessaires par rapport à la stratégie RSE de l'entreprise. Je rappelle encore une fois, il faut une vraie volonté des dirigeants à engager leur entreprise dans ce processus. Et puis, des choses qui sont forcément, que j'évoquais au début, si c'est réglementaire, mais il n'y a pas forcément le choix. Alors, avant de passer la main à Jérémy pour présenter l'entreprise, donc du coup, suite à ces différentes étapes, après, sur une démarche RSE, on va construire le plan d'action RSE qui va inclure évidemment le volet environnement, mais qui va aussi inclure tous les autres volets que j'ai pu évoquer. C'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, hein, mais après, on va vers un plan d'action RSE avec définition des axes stratégiques, définition des enjeux, on retient les enjeux majeurs et après on décline un plan d'action avec des actions à 5 ans, à 10 ans pour pouvoir intégrer l'entreprise dans une démarche sur la durée. Et suite à ce plan d'action, on va aussi valoriser les actions et valoriser la démarche sur les supports de communication de l'entreprise. Et ça, Jérémy pourra en parler un petit peu à la fin de la présentation aujourd'hui. Je vais te passer la main, du coup, Jérémy, pour présenter. Alors, on va peut-être faire un petit tour de table s'il y a des questions déjà à ce niveau-là. N'hésitez pas. Après, s'il n'y a pas de questions, on pourra les reprendre à l'issue de la présentation. Très bien. On va poursuivre, du coup. Jérémy, je te passe la main pour la présentation de l'entreprise Spot. Quelles sont vos activités? Et puis ensuite, je reprendrai la main pour le bilan carbone. Très bien, merci Jérôme. Bonjour à tous, merci à Horace pour cet accueil. Donc, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter notre entreprise, la démarche RSE et le bilan carbone que nous avons fait avec Jérôme Wino et Tartar Expertise. Du coup. Je ne sais pas si tu as... Voilà. Enfin, je vais partir là-dessus. Ouais. Voilà. Donc, un petit point juste sur l'entreprise. Donc, elle a été créée depuis 1979. Et nous, on a repris avec Sébastien Picard en 2020, pendant la crise du Covid. Et on est spécialisé dans tout ce qui va être agroalimentaire, le recyclage, la distribution et le pet food. Donc, c'est un domaine bien spécifique et qui comprend une grande partie de notre chiffre d'affaires, c'est dû au milieu agricole et donc à l'environnement.
Notre position géographique, donc nous, on est au cœur de la Vendée, au carrefour autoroutier de la 83 à 87, pour ceux qui connaissent. Et on agit dans tout l'ouest de la France, dans le bassin où se concentre une grande partie du monde agricole, avec les élevages hors sol de bovins, de volailles ou de porcs. Concernant le spot, donc on est 85 salariés. Donc on n'est pas concerné ni par la RSE, comme disait tout à l'heure Jérôme, mais ça nous tenait à cœur vis-à-vis de notre domaine, vis-à-vis de nos clients. Et ce qui nous concerne, nous, on roule quand même à peu près à 250 000 tonnes par an de déchets. On trouvait important de mettre notre petite patte de bioénergie que je vous présenterai tout à l'heure. Okay. On a 4 activités au sein de Spot. La plus importante, c'est les services qui collectent à l'aide de camions spécialisés des biodéchets sur différents sites agroalimentaires, abattoirs ou usines. On a une autre partie en réfrigéré qui s'appelle Manger Logistique. Une troisième MDPA qui est plus sur la partie pièces automobiles. C'est encore une autre activité, mais qui se penche de plus en plus sur l'électrique. Et une dernière, Biospot, qui est spécialisée dans tout ce qui est méthaniseur, qui est très en vogue actuellement. Et on a vous voyez différents types de véhicules. C'est ce qui nous fait une force, mais aussi une contrainte. Et on doit adapter ces véhicules au monde de demain. Et c'est ce qui nous a aussi motivés dans le démarche RSE et dans le bilan carbone à travailler sur ces sujets-là. Très bien, merci Jérémy. Et du coup, je vais enchaîner sur le bilan carbone qu'on a réalisé ensemble cette année, avec une première question. Alors, le bilan carbone, pardon, il a été réalisé dans le cadre du programme Diag Décarbonation de BPI, qui est un programme, donc pour en parler en 2 minutes, qui est un programme aujourd'hui qui est financé par des C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, qui est piloté par BPI et qui ensuite peut être déployé dans les entreprises de moins de 500 salariés pour un premier bilan carbone, sachant qu'il y a une prise en charge par BPI et donc les C2E, qui est aujourd'hui une prise en charge pour les entreprises de moins de 250 salariés. Une prise en charge financière, un accompagnement financier. Donc ce programme, ce bilan carbone donc pour le groupe Spot a été réalisé dans ce cadre-là, avec donc, c'est pour ça qu'on a un support visuel qui est BPI. Alors, première question, Sébastien, pardon Jérémy, excuse-moi, pourquoi chez Spot vous avez décidé de faire un bilan carbone des activités du groupe? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire votre bilan carbone? Le bilan carbone, il découle déjà de notre démarche RSE. Notre démarche RSE, pour nous, c'était un bon sens, c'était à la fois humain, mais aussi économique et environnemental. Et il nous permet aussi de mettre en lumière notre travail qu'on avait déjà réalisé depuis de nombreuses années. On a besoin de le structurer et de le présenter. Et la démarche RSE, pour nous, était un bon levier. Ensuite, une fois qu'on avait réalisé notre RSE, on s'est dit pourquoi pas pousser encore un peu plus loin sur notre bilan carbone. Et il nous fallait des chiffres, connaître notre tonne de coût de CO2 émis au kilomètre. Et donc, sur ça, il nous fallait déjà une première étude. C'est là que Terre Expertise est intervenue. On a pu définir notre tonne de CO2. On a pu aussi définir nos objectifs sur du court terme ou sur du long terme. Et on a pu comparer aussi notre bilan carbone à d'autres entreprises. Et ça, on en avait besoin pour après rebasculer sur la démarche RSE et redéfinir nos objectifs comme il se doit. Très bien. Merci Jérémy. Du coup, je vais enchaîner sur le bilan carbone. N'hésite pas à intervenir si tu veux rajouter des choses. Alors déjà, au niveau de la démarche, juste pour donner quelques éléments de comment ça se passe concrètement, on a attaqué avec le groupe Spot au mois de janvier par un cadrage, voilà, une réunion de cadrage pour définir les périmètres et puis les émissions qu'on allait quantifier dans le bilan carbone. Ensuite, le projet
il y a un gros volet collecte des données qui est important. Donc ça, c'est plutôt du côté entreprise, où l'entreprise va passer quand même sur une durée, alors pas continue évidemment, de 2 mois à peu près de collecte des données en fonction des choses. Donc on fait pas mal d'allers-retours, d'échanges pour vérifier si tout est OK, s'il y a des questions, etc. pendant ces 2 mois. Et ensuite, à l'issue de ces 2 mois, moi je récupère toutes les données et je constitue le bilan donc via l'outil qui aujourd'hui est géré par l'association Bilan Carbone. Et derrière, une fois que le bilan carbone est calculé, c'est un calcul, on associe des émissions de CO2 à des données physiques principalement, des facteurs d'émission à des données physiques pour avoir des tonnes de CO2 au final. Et derrière, on va présenter ce bilan aux dirigeants qui vont valider ou demander une correction de certains points par rapport à des choses peut-être qui ne sont pas toujours correctes ou des erreurs qu'on peut faire d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est une étape aussi importante de valider ces choses-là avant d'avoir un bilan consolidé pour une réunion plan d'action avec toute l'équipe. Et là, on construit les différentes pistes d'action pour réaliser un plan d'action concret pour réduire l'empreinte carbone. Et à l'issue de tout ça, il y a une phase de mise en transition qui est une phase, on valorise le bilan carbone qui a été réalisé avec une trajectoire de réduction des émissions qui, elle, ensuite peut être communiquée sur différents supports. C'est ce qu'on appelle la mise en transition. Et on a fait une réunion finale pour présenter à toute l'équipe les résultats finaux, la trajectoire de décarbonation donc à 4 ans et à 8 ans. Principalement à 4 ans, et on va vous montrer un peu tout ça. Donc c'est un processus qui dure à peu près 6-7 mois, sachant qu'en plus là il y avait les vacances d'été pour tout finaliser, donc on a réussi globalement à tenir le timing, c'était plutôt bien. Alors la méthode de travail, donc ce que je disais rapidement, donc on associe, pour faire un bilan carbone, on associe des données physiques et des facteurs d'émission. Et le croisement des deux permet d'obtenir des tonnes de CO2. Alors en données physiques, on va avoir par exemple des kilomètres parcourus, des litres de carburant consommés, notamment dans le cas de Spot. On a aussi par exemple des kilowattheures d'énergie, des nombres d'articles, etc. Et puis si jamais on n'arrive pas à avoir des données physiques, on les convertit en ratio monétaire, donc avec les factures, mais c'est la dernière étape si jamais on n'a vraiment pas d'autres éléments. On utilise pour faire un bilan carbone la méthode bilan carbone qui est utilisée, comme je le disais, à 90 ou 95% en France et pour lequel il faut être formé. Et puis, on utilise des bases de données qui sont la base empreinte, principalement la base carbone de l'ADEME, qui est mise à jour régulièrement et qui permet d'avoir des facteurs d'émission, par exemple, facteur d'émission d'un litre de carburant, pour pouvoir ensuite les coupler aux données. On a réalisé également une carte des flux avec l'entreprise pour déterminer quelles ont été les émissions et les postes à retenir dans l'étude. Donc, il y a tout un volet central qui est lié aux émissions directes, c'est donc les émissions liées au bâtiment, liées aux gaz de procédé, donc ça c'est plutôt des gaz de clim s'il y en a, ou des gaz de froid ou de process, le changement d'usage des sols et le fret entre les sites notamment. Et après, on a toute la phase amont et la phase aval avec le déplacement des collaborateurs, les achats de biens et de services, le transport entrant, les amortissements, donc tout ce qui est immobilisé. Et en aval, on va avoir les déplacements professionnels, la collecte des déchets, la distribution des produits, l'utilisation et la fin de vie des produits. Et donc, on avait défini également un périmètre géographique qui était l'ensemble des activités du groupe Spot avec les 4 entités. Alors, elles sont concentrées sur le même site, mais il peut y avoir éventuellement des sites annexes. Et l'exercice clos, c'était l'exercice 2024. Alors, en termes de résultats, voilà les résultats qu'on a obtenus avec le bilan carbone de l'entreprise, donc à peu près 7500 tonnes, tenir un chiffre rond. Pour l'année 2024, c'est 1500 tonnes de CO2 équivalent, avec une incertitude qui est faible, qui est de 5%. Donc, cette incertitude, elle est calculée par rapport aux données d'entrée.
Donc là, les données étaient particulièrement robustes parce que une grosse partie du bilan, ce sont des données de consommation de carburant qui sont suivies au jour le jour, donc des données qui sont très robustes. Et les facteurs d'émission qui sont associés à ces données-là sont aussi robustes puisqu'ils ont été prouvés déjà depuis pas mal d'années. Et donc, on voit que chez Spot, au niveau du groupe Spot, la majorité les 2 tiers, on va dire, des émissions de CO2 sont liées au transport, ce qui est assez logique puisque c'est l'activité du groupe. Donc 69%. Et ensuite, on a une grosse part aussi qui est liée aux immobilisations parce que c'est une activité qui nécessite des investissements réguliers en termes de parc camion et de matériel. Et après, on a les postes les plus importants. Après, c'est les achats de biens et de matières, notamment, qui sont liés aux achats de matériel d'entretien. On a les pneus, on a les bâches de camions, on a pas mal de choses qui interviennent aussi dans l'exploitation au quotidien. Et on a aussi les services, hein, tout ce qui est activités annexes, les frais bancaires, les honoraires, frais de compta, etc., etc. Donc tout ça, ça vient là-dedans, les logiciels aussi qui peuvent venir dedans. Et puis les déplacements du personnel qui représentent quand même 3%. Donc les allers-retours du personnel sur le site de l'entreprise, donc qui sont pas neutres et qu'il faut quand même intégrer dans les actions. Donc voilà le bilan global avec en bas à droite, on a à peu près 26,4 kg de CO2 par tonne transportée. Donc Jérémy en parlait tout à l'heure, c'est aussi un indicateur qui peut être intéressant à communiquer à des clients qui peuvent parfois demander ces ratios-là. Tu rajoutes, si tu as des compléments, Jérémy, n'hésite pas. Hein. Pas de souci, c'est parfait jusqu'à là. Et donc, le bilan global, il se présente comme ça. Donc, on est à peu près 7500 tonnes et avec donc un gros volet fret qui est lié à l'activité d'entreprise. Je poursuis. On a un autre, souvent on entend parler de scope quand on parle de bilan carbone et donc ça c'est une autre forme de présentation du bilan avec donc sous la forme de scope. Donc on voit bien que le scope 1 chez le groupe Spot est prépondérant parce que c'est lié à la consommation d'énergie fossile, directe d'énergie fossile, donc des combustibles routiers. Le scope 2, il est très faible puisque c'est lié aux consommations d'énergie, d'électricité, donc finalement c'est assez faible sur ces activités-là par rapport au reste, vu qu'il n'y a pas de process en soi. Et puis le scope 3, c'est tout le reste, c'est tout ce qui est lié aux achats, aux investissements, aux déchets, etc., au déplacement du personnel. Donc il y aura vraiment deux volets d'action sur le bilan carbone, c'est sur le scope 1 qui va être la priorité, et puis après sur le scope 3 pour les autres usages. Une petite répartition sur l'activité du groupe. Donc la particularité de ce bilan, c'était que en fait c'était 4 mini-bilans carbone en un. On a consolidé après en faisant un bilan carbone multisite. Et donc on a réparti les émissions alors de CO2 sur les 4 entités. Le fret, c'était assez simple puisque c'était lié aux consommations de carburant, donc on a pu les imputer directement sur chaque entité. Les immobilisations aussi, en fonction du parc matériel. Et après, tout le reste, on les a affectés en ratio avec des clés de répartition pour pouvoir affecter les coûts ou des types de matériel à telle ou telle entité. Alors, c'est ce qui est intéressant dans ce type de graphique, c'est de pouvoir travailler après et d'extraire l'impact carbone de chaque entité et du coup aussi de pouvoir le communiquer à des clients qui ne sont pas tous les mêmes pour les entités et de pouvoir leur dire voilà l'impact de notre activité de transport pour vous, elle représente tant. Et c'est des choses aujourd'hui que les clients peuvent demander de plus en plus. Quelques résultats principaux, je passe assez vite là-dessus. Donc le fret, on voit que c'est le poste le plus important. Aujourd'hui, le fret chez le groupe Spot, c'est principalement du fret gasoil, donc consommation de carburant gasoil. Il y a un petit peu de GNV déjà. Lors de ce bilan carbone, on avait déjà quelques camions en GNV. Et puis après, il y a un tout petit peu de fret entrant, mais ça, c'est très faible. C'est surtout du fret lié à l'exploitation. Et puis, un deuxième poste qui est important, c'est les immobilisations. Alors, il y a les bâtiments, mais il y a aussi surtout les véhicules qui, aujourd'hui, représentent quand même un volet important des immobilisations au niveau du groupe.
Et donc, ça fait partie aussi des investissements futurs et on en reparlera un petit peu plus, un peu plus tard sur les pistes d'action et notamment l'achat de véhicules décarbonés. Alors, dans une phase de bilan carbone, on fait toujours aussi un peu de benchmark, c'est-à-dire qu'on va comparer comment se situent les résultats du groupe par rapport à d'autres résultats et quelles sont les actions des autres. Alors, je ne vais pas le détailler là parce que pour des raisons de confidentialité, mais sachez qu'il y a toujours cette étape-là qui est nécessaire. Et puis ensuite, on a construit avec l'entreprise Spot le plan d'action. Alors, comment ça se déroule? Déjà, on va se comparer à la stratégie nationale bas carbone qui fixe des objectifs déjà depuis pas mal d'années à 2030 et à 2050. Les objectifs pour le secteur du transport sont à 2030 de décarboner de 28% le transport, sachant que le transport représente en France à peu près 30% des émissions de CO2. Donc, l'objectif, c'est de réduire de 30%, de 28%, 30% des émissions. Et objectif très ambitieux, c'est de réduire une décarbonation complète du transport à 2050. Et donc ça, c'est pas facile à faire et surtout avec les événements actuels, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un suivi des trajectoires dans le futur. Mais ça, ce sont les objectifs. Ça permet déjà de se situer et de se comparer par rapport à sa propre trajectoire qu'on verra un peu plus tard. Alors, comment ça se passe concrètement? On travaille en équipe, avec l'équipe du groupe. On a déjà défini à 5 ans et à 10 ans les objectifs climat de l'entreprise. Donc ça, je ne vous les montrerai pas parce qu'il y a des notions stratégiques aussi de l'entreprise. Donc, on ne peut pas les montrer. Par contre, derrière, on a défini aussi les freins, les opportunités et les risques associés à cette trajectoire-là, avec notamment des risques et des freins pour l'entreprise, et c'est assez général aussi pour les entreprises de transport, c'est par exemple la perte de marché. Si les entreprises ne font rien sur ces axes-là, on peut perdre des marchés. Particulièrement la hausse des coûts de carburant aussi peut être un risque dans l'avenir, avec la raréfaction des combustibles fossiles. Eh bien, les entreprises qui n'auront pas commencé leur transition pourront être en difficulté parce qu'elles seront en retard. Il y a aussi un risque, par contre, un frein qui peut être important, c'est les coûts. Les coûts de toutes ces démarches, parce qu'on sait bien que ce n'est pas gratuit. Et à côté des opportunités, eh bien, il y a aussi des accès au financement qui ne sont pas neutres. Aujourd'hui, de plus en plus d'établissements bancaires sollicitent les entreprises pour leur demander si elles sont engagées dans une démarche RSE ou si elles ont fait leur bilan carbone. Et ça permet de gagner des points ou d'avoir des financements bonifiés. Une stratégie aussi climat permet de regarder sur du matériel innovant. Et ça, c'est intéressant. Et aussi de pouvoir intéresser les collaborateurs, de les faire travailler sur des nouveaux outils. Et donc, d'améliorer aussi l'image de l'employeur et de fait qu'il modernise son parc et qu'il évolue avec les nouvelles techniques et technologies. Donc ça, c'est aussi intéressant dans un contexte qui est quand même assez concurrentiel pour pouvoir trouver des chauffeurs. Je pense que Jérémy, tu es d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Alors, le plan d'action, donc on l'a travaillé en groupe, on a fait plusieurs réunions, enfin une réunion principale, pardon, où on a défini, où l'équipe a défini des fiches actions sur différents thèmes, donc la logistique pure, comment optimiser la logistique, comment modifier le parc camion, comment travailler sur les déplacements des collaborateurs, comment améliorer l'impact des achats, etc., etc. Et toutes ces actions permettent de définir. Alors, je vous ai pas mis le détail parce qu'il y a quelques actions stratégiques qui pouvaient pas être communiquées, mais du coup, par contre, je vous expose la trajectoire de décarbonation, qui est une trajectoire comparée aux objectifs de la fameuse stratégie nationale bas carbone. Et aujourd'hui, le cumul des actions à 4 ans de l'entreprise Spot permet de réduire à peu près de 2,65% par an l'impact carbone global de l'entreprise sur une trajectoire qui serait en théorie à 5,3% par an. Donc c'est déjà pas mal. Moi, je considère que c'est déjà un bel effort
sachant que la trajectoire nationale est ambitieuse, déjà de réduire de près de 3% les émissions de CO2 chaque année. Ça représente à peu près 200 tonnes de CO2 par an sur 4 ans, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà un bel effort. Et représenté d'une façon différente, on voit le départ à 7500 tonnes donc en 2024 et déjà un atterrissage à 2028 où on a déjà baissé d'à peu près 800 tonnes de CO2 en 4 ans, ce qui fait à peu près 10% de réduction si toutes les actions sont réalisées par l'entreprise Spot. Ce qui est déjà un bel effort sur une activité et sur une empreinte CO2 qui est principalement liée à la consommation de combustible et de carburant. Alors, les actions, du coup, les actions concrètes du bilan carbone, du plan d'action du bilan carbone, je vais te laisser peut-être commenter un petit peu ce que vous avez pu mettre en place et ce que vous allez mettre en place dans les années qui viennent, Jérémy. On va commencer, comme je disais tout à l'heure, depuis déjà les années 2000, avec la formation de l'éco-conduite sur tout ce qui est partie de carburant, avec un taux quand même de 100% de nos conducteurs qui sont formés. On est aussi passé à un éclairage à LED sur l'ensemble du parc, dans l'année 2020 aussi, sur des camions bio-GNV. On a aussi la chance, qu'il faut souligner, d'avoir un département qui nous accompagne là-dessus et qui met de plus en plus de stations GNV chez nous en Vendée. Donc, il y a un maillage assez conséquent qui peut nous permettre d'utiliser ce type de véhicule. Donc, pour l'instant, on en a 4 chez nous qui roulent bien donc, au bio-GNV sur l'ensemble du territoire. Et on a aussi des camions Euro 6, et prochainement encore une nouvelle norme de camions. Et le bilan carbone nous a aussi permis de se poser la question de passer à l'électrique. Donc sur ça, on y commence. Voilà, donc on a la slide justement qui vient d'être projetée. Alors on a beaucoup de freins actuellement. On a donc le prix de l'achat du véhicule. Vous pouvez voir, ça varie du simple au triple. 110 000 euros pour un véhicule thermique, on est presque à 300 000 pour un véhicule électrique, selon le constructeur qu'on a caché volontairement ici. On a quand même des aides de ces deux hommes qui s'élèvent à 64 000 euros, mais qui ne compensent pas le surplus. Et à la fin, on a aussi quand même un coût d'électricité pour recharger ces véhicules qui reste actuellement conséquent. Et avec des taux bas actuels du baril, on ne s'y retrouve pas encore pour vraiment passer de notre flotte, du moins une partie, au 100% électrique. Donc pour l'instant, on est juste dans une phase d'étude et de collaboration avec d'autres transporteurs pour mener à bien ce projet et essayer de se développer sur cette partie-là de l'électrique. Et l'autre slide, c'est un peu l'étude économique. Qu'est-ce qu'elle permet de mettre en évidence en termes de rentabilité économique sur la bascule à l'électrique? On peut voir qui est projeté devant vous la courbe rouge, qui est donc du coup l'achat d'un véhicule thermique et puis avec les coûts d'entretien et qui lui sont attribués et le coût du carburant. Et la courbe bleue, c'est un véhicule électrique. Donc on pourrait voir qu'au bout de la 6e année seulement, entre la 6e et la 7e année, un véhicule électrique serait plus rentable qu'un véhicule thermique. Et ça, c'est aussi, on part du principe que l'État ne nous augmente pas le prix du kilowattheure pendant les 6 premières années. Donc en fait, il y a beaucoup d'incertitudes, encore plus, comme on disait tout à l'heure, avec le gouvernement actuel. Donc, le temps qu'on n'est pas rassuré sur tous ces points-là, on ne peut pas vraiment se lancer dessus les yeux fermés. Et on trouve derrière les deux petits fromages que je vous ai mis. On voit sur un véhicule thermique. Bon, la quote-part, c'est le gasoil qui représente 59% du coût du véhicule sur les 6 ans. Et l'électricité, ça reste aussi une grosse part, 49%. Donc, on ne peut pas négliger sur ces deux points-là. Et après, si on parle d'impact carbone sur la durée de vie de l'équipement, en théorie, on considère pour un véhicule classique au-delà de 100 000 km, un véhicule haut de gamme, voiture haut de gamme, on considère que l'électrique est plus intéressant. Sur du camion, ça demande encore à être affiné parce que ce sera certainement avant les 6 ans, puisque c'est à peu près 100 000 km par an, c'est ça un véhicule. Tout à fait. Et du coup, ce sera certainement avant les 6 ans, mais
mais on voit bien que l'impact économique est quand même important et aujourd'hui, c'est difficile pour un transporteur de s'engager sur l'électrique rien que sur l'aspect carbone, étant donné que l'aspect économique est quand même là et pourquoi s'engager aujourd'hui quand d'autres ne s'engagent pas, quoi. Donc c'est pour ça que la volonté du dirigeant, elle est aussi là. Et en termes d'autonomie, Jérémy, aujourd'hui, sur les essais que vous avez faits, c'est quoi les autonomies des véhicules électriques? On est sur des autonomies actuellement sur du 400 km en fonction de la charge utile qu'on met à l'intérieur du camion, c'est-à-dire le poids, quel tonnage on charge le véhicule. Et après, tout dépend aussi du typologie de route qu'on emprunte. Il faut savoir qu'un véhicule consomme plus sur autoroute, comparé à véhicule thermique, que sur une route départementale, par exemple, parce qu'il peut, avec l'aide des batteries et du rotor et du stator, en fait, recharger sa batterie en fonction des descentes et des montées. C'est pour ça qu'un véhicule électrique consomme moins sur des petites routes que sur de l'autoroute, mais on pourra atteindre d'ici les 1 à 2 ans presque 600 km. Il faut savoir qu'un transporteur en moyenne par jour effectue justement les 600 km. C'est pour ça que la barre des 600 tient à cœur de tous les constructeurs. Parce qu'une fois qu'on aura atteint ces 600 km-là, cette barre-là, eh bien, les véhicules électriques pourront s'ouvrir à tous les transporteurs. Il restera ensuite que la question du coût et de l'énergie à débattre. Ouais. Ouais, ça c'est intéressant. Et tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas que le coût de l'achat du véhicule électrique, il y a aussi l'infrastructure qui est à côté. Donc il faut des bornes de recharge haute performance. Je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots là-dessus. Ouais. Les bornes, il y a plusieurs types de bornes qui existent actuellement. Ça se développe et nous, on est parti sur un projet de 400 kW de recharge. Donc 2 bornes de 400 kW qui permettent de recharger un véhicule poids lourd en l'espace d'une heure, 1h30. Ce qui est relativement rapide quand même, comparé à des bornes qui sont sorties il y a seulement 1 an ou 2 ans, qui étaient qu'à 200 kW. Donc vous voyez, déjà en l'espace d'1 an, on a réussi à doubler la puissance de recharge d'un véhicule, ce qui permet d'avoir une optimisation encore plus adéquate pour notre activité des véhicules électriques. Il reste après le transformateur aussi qu'il faut prévoir dans la plupart des cas, et puis surtout la disponibilité du courant électrique non loin du projet. Sinon, ça augmente encore plus le coût de celui-ci s'il faut tirer un câble sur 4, 5 ou 6 km. Nous, en l'occurrence, pour nous, on a de la chance. La ligne haute tension passe à seulement 100 mètres de chez nous, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et aujourd'hui, juste pour avoir un peu une idée en termes de transporteurs en France, c'est quoi la tendance aujourd'hui? Les gens commencent à s'intéresser ou c'est encore le tout début? Alors, les gens commencent à s'intéresser. Le frein reste toujours le côté budget. Ce qui a pu freiner les transporteurs, on va dire, c'est la fin des zones à faible émission. Ça en avait développé certains juste à côté de chez nous, dans le 44, avec la ville de Nantes. Ils avaient pu mettre des véhicules en place électriques, sauf que du jour au lendemain, cette zone de faible émission a arrêté. Donc le client ne voit plus l'intérêt de payer plus cher un transport d'énergie propre, alors que son autre concurrent à lui est capable de rouler avec un véhicule thermique moins propre, mais moins cher. Donc ces zones de faible émission, ça a été un frein pour beaucoup de transporteurs. Mais on compte aussi sur les prochains gouvernements pour essayer de remettre ces zones de faible émission et nous accompagner encore un peu plus sur le bilan carbone et descendre un peu ce taux de CO2 qu'on aurait, qui est souvent planté du doigt en plus dans le milieu des transports. Donc on espère qu'ils nous accompagneront un peu plus là-dessus. Très bien, merci. On va continuer pour laisser un petit peu de temps aux questions. Merci Jérémy. Alors comment le groupe Spot a intégré ce bilan carbone dans la démarche RSE? Tu peux peut-être en dire quelques mots sur ce que vous avez fait après? Donc nous, on a remis après un peu notre bilan carbone, on a structuré. Là, suite au bilan carbone, nous, on se lance sur l'électrique. Et ensuite, on est parti sur des formations un peu plus poussées aussi sur notre
politique des conducteurs, sur le renouvellement des véhicules un peu plus propres et sur des bioénergies, parce que pour l'instant, c'était en termes de coûts, c'était ce qui était le plus rentable pour nous. Ok, et après, vous avez inscrit ça dans votre démarche RSE, donc vous avez fait un rapport RSE proprement dit, ce qui est quand même assez rare aussi pour les PME, avec les différentes étapes, les présentations, votre matrice de matérialité, avec aussi l'aspect changement climatique qui intervient, qui intervient en haut à droite pour vous et qui est majeur également. Et puis après, c'est aussi un outil de communication avec vous avez pu insérer des éléments issus du bilan carbone et ce que vous avez déjà fait, dans votre rapport et de pouvoir le communiquer et qui vous sert aujourd'hui à vos clients, fournisseurs, etc. Ça nous permet aussi de suivre nos indicateurs chaque année et de fixer un peu plus des objectifs grâce à la réalisation de ce bilan. Et après, à l'issue du bilan carbone, donc il y a une synthèse communicante qui est réalisée, toujours dans le cadre du programme BPI, et donc vous avez pu mettre en ligne sur votre site internet pour pouvoir, à disposition de toute personne qui souhaite des renseignements sur votre démarche. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant parce que c'est complètement ouvert. Ouais. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la démarche RSE, notre bilan carbone, sur notre site internet, dans l'onglet en haut à droite. Et ça permet de communiquer, donc un nouveau site internet, et puis aussi de communiquer régulièrement sur les avancées du groupe, sur des nouveaux camions, des journées liées à l'électrification des parcs, etc. Donc ça permet aussi de communiquer aussi sur l'aspect carbone, donc de manière un peu plus à l'aise une fois qu'on a fait son diagnostic. C'est vrai que c'est plus facile. Alors, je reprends juste rapidement la main et avant on n'est pas trop mal, il restera 5 minutes pour les questions. Merci beaucoup Jérémy pour le partage d'expérience et c'est super intéressant. Et je voulais juste faire la dernière slide pour expliquer qu'est-ce qu'on fait après un bilan carbone, qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, le bilan carbone et ACT sont liés, dans la progression de la démarche de décarbonation des entreprises. Et généralement, après un bilan carbone, il est conseillé de s'inscrire dans un programme ACT qui va permettre de piloter la trajectoire de décarbonation sur la durée. Alors souvent, les programmes ACT se font de manière collective. Il y a une base collective avec plusieurs entreprises qui se mettent dans le programme et ensuite qui sont accompagnées individuellement, mais au moins elles peuvent se retrouver 3-4 fois dans le programme qui dure à peu près 18 mois et qui est financé une grosse partie par l'ADEME. Il y a des financements qui sont super intéressants. Et effectivement, ça peut être l'étape suivante, ça peut être éventuellement plusieurs transporteurs qui s'associent pour intégrer ce programme-là, pour pouvoir travailler ensemble des solutions de décarbonation. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu la suite logique pour ceux qui veulent aller plus loin. Est-ce que du coup, il y a des questions éventuelles par rapport à tout ça? On est prêt à y répondre, bien sûr. Et combien de collaborateurs vous êtes chez Spot? On est 85 salariés au sein de Spot et dans notre démarche RSE et de notre bilan carbone, on a incorporé, nous, des agents qu'on est, notre service exploitation administratif et nos délégués aussi du personnel. Et quelques salariés, on a pris un et deux aussi qui sont investis depuis longtemps déjà dans l'entreprise et on trouvait que leur attente, leur démarche et leurs questions pouvaient aussi nous faire avancer sur tous ces points-là. Ok, super. Je trouve ça très encourageant de voir des PME de votre taille quand même, de réussir à se lancer dans ces démarches-là et aller aussi loin en plus. Donc, ouais, c'est plutôt assez inspirant et vraiment merci pour ce retour d'expérience. Je vous ai mis également dans la conversation le lien vers le DIAC 26000 si les participants veulent se tester. C'est un lien gratuit pour se tester sur le DIAC, faire son autotest pour voir un peu ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Ah, ça, c'est dans la conversation. Et puis, de toute façon, il sera disponible dans la présentation après qui sera envoyée.
Ouais, puis il y avait une question qui avait été posée en anticipation, mais ça a été plutôt bien répondu. Mais sur les motivations et besoins de Spot pour réaliser son bilan carbone, est-ce qu'il y avait eu des demandes directes issues des parties prenantes? Est-ce que vous avez attendu d'avoir des demandes directement ou est-ce que vous avez anticipé plutôt? Voilà. Alors, on a eu un peu les deux, je dirais. On a eu un client quand même qui représente une minorité de notre chiffre d'affaires, mais qui travaille pour l'industrie pharmaceutique. Et eux sont à la pointe un peu là-dessus pour une entreprise dans le nord de l'Europe. Et donc, du coup, eux nous avaient déjà demandé il y a quelques temps si on était lancé sur cette démarche, si on avait un bilan carbone. Et donc, c'était eux quand même les premiers à nous en parler dans notre chambre. Mais en aucun cas, s'il y avait une obligation de leur part ou autre. J'avais une question concernant l'éco-conduite. Vous êtes passé par quel organisme et quel suivi vous avez après derrière? Vous avez une application connectée pour le suivi, pour en mesurer l'efficacité? On a commencé l'éco-conduite à l'époque avec un système qui était allemand, sur ce qui était installé sur les camions Mercedes. Et depuis maintenant 5-10 ans, on est passé chez CGE Formation, qui se trouve à Bordeaux. C'est une entreprise, donc ils font ça à distance. Ils se déplacent une seule ou deux fois dans l'année pour, on va dire, les conducteurs un peu récalcitrants. On en a tous. Et, mais sinon, les diagnostics et l'aide au conducteur se fait tout à distance. On est capable de télécharger les données, donc c'est-à-dire les coups de frein, le temps d'arrêt moteur, les consos. Tout ça est téléchargé et transmis à notre conseiller donc, de CGE derrière, qui lui a un lien direct avec les conducteurs. Et ils ont un rapport une fois par semaine, le vendredi, qui tombe sur leur téléphone. Et nous, on affiche ensuite donc, dans les deux entreprises qui sont chez nous les rapports, le classement, parce qu'il y a un petit classement quand même de celui qui a une meilleure note, on va dire, en termes d'éco-conduite. Et c'est de bonne guerre, hein, ça se passe bien, on fait ça déjà depuis plusieurs années. Et ça permet à chacun d'un peu se motiver et de pouvoir améliorer, on va dire, son éco-conduite. Ok, merci, réponse très claire. Enfin, j'avais déjà une première piste avec Wino, mais ça permet de comparer justement avec un autre organisme. Et puis, il est vrai que le challenge, c'est motivant aussi pour faire des efforts, entre guillemets. C'est ça, tout à fait. Ouais, ça Ok, fonctionne bien chez nous. Ouais. Merci pour la réponse. De rien. Bien, je crois qu'on arrive au bout du coup de ce webinaire. Encore une fois, je remercie Horace pour la préparation du webinaire et l'organisation. Merci beaucoup à Jérémy, vraiment sincèrement pour le partage d'expérience. C'était vraiment très intéressant et je pense que c'est vrai que c'est une entreprise qui est engagée. Il n'y en a pas beaucoup dans le secteur du transport de cette taille-là, donc ça mérite d'être souligné. Ouais. Et il y a des vrais sujets derrière, donc c'est super intéressant. Et puis merci à tous les participants qui étaient présents ce matin. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.